Alors, bonjour à tous. Demain, je vais vous proposer un discours, un dialogue scientifique et aussi philosophique avec Monsieur Gérard Luder sur le thème du problème difficile entre le lien corps et esprit, donc corps et conscience. C'est une question qui est multimillénaire, que beaucoup de traditions ésotériques se sont posées, et aussi des personnes un peu plus scientifiques. Donc il y a eu des personnalités scientifiques qui ont essayé de se poser cette question, et c'est passé par la philosophie. Il faut savoir que ce problème est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, on vit une époque qui est axée principalement sur l'ultra-matérialisme, qui nous offre pas vraiment de réponse. Donc on se focalise maintenant sur la robotique. On essaye de créer, j'ai vu l'autre jour sur un chercheur, je crois un Australien, qui essaye de trouver, de faire émerger le phénomène de la conscience au travers d'une machine qu'il appelle ça je ne sais plus exactement comment il appelle ça, le golem, je crois. Donc on est un peu dans des délires comme ça, scientistes, on essaye de comprendre la conscience, et vu qu'on ne comprend pas exactement ce que c'est, qu'on essaie de tout analyser avec des algorithmes, notamment à l'EPFL et dans d'autres académies. Mais ça nous échappe, il y a quelque chose qui nous échappe, donc c'est très intéressant de le voir aussi sous un autre angle, un angle un peu plus, on va dire, scientifique, mais aussi métaphysique, spirituel, pour voir qu'est-ce qui nous manque, quel est l'ingrédient qui nous manque. Donc avec Monsieur Luder, on va discuter de ça, on va voir quel est cet ingrédient, on va essayer de le cibler. Pas seulement au niveau métaphysique, parce qu'on connaît, voilà, les traditions métaphysiques parlent de plein de choses. On parle des chakras, des centres énergétiques, et de l'âme, et de l'atman, et toutes ces choses-là, on en a plus ou moins conscience, mais par contre, c'est difficile des fois d'imaginer ce que ça représente au niveau plus, un peu plus matériel, un peu plus fonctionnel plutôt. Le problème avec le problème difficile de la conscience, donc l'angle de vue principal, c'est en fait qu'il nous manque il nous manque un angle de vue correct, en fait. Souvent, on dit que la conscience, c'est le résultat du cerveau. Ok, ça s'arrête là, on ne cherche pas plus loin. Mais en fait, on n'est pas très malin en pensant comme ça. Pour quelle raison, je vais vous l'expliquer. Dans le cerveau, il y a plein de modules, si vous voulez, et ces modules ont des fonctionnalités. Généralement, si on enlève un module, on va avoir plus de difficultés à parler ou à comprendre le langage, etc. Et donc, on a conclu que le cerveau était complètement responsable des capacités humaines, que ce soit le langage, la vue et toutes ces choses-là. Effectivement, il y a un lien de causalité. Pourtant, un lien de causalité ne définit pas que la conscience est située dans le cerveau ou dans les patterns électromagnétiques autour de la tête. C'est une erreur quelque part catégorielle. Il y a eu beaucoup d'erreurs catégorielles dans l'histoire des sciences. Les erreurs catégorielles, c'est de croire on détient une réponse et qu'en fait cette réponse n'est pas vraiment la réponse adaptée. Ça s'est passé à plusieurs reprises, notamment avec Galilée. Tout le monde connaît l'histoire de Galilée. Il prônait l'héliocentrisme, donc le soleil était le centre de l'univers selon lui, ce qui est aussi faux. Mais pourtant, ça se rapprochait plus de la vérité que le fait que la Terre soit le centre de l'univers. Tout ça, c'est des rapports, c'est des perspectives, c'est des visions. Aujourd'hui, le problème avec la science, c'est qu'on est en train de dériver dans quelque chose qui est de l'ordre un peu du sectarisme, dans le sens où la conscience, c'est le produit du cerveau. Je me souviens à l'université, c'était marqué en rouge dans ces grands auditoires, et c'était surligné en rouge, la conscience est le produit du cerveau, et il y avait un point à la fin, un point final. Et c'était un neuroscientifique très réputé qui préparait ces slides-là. Donc, il est convaincu que la conscience est le produit émergent du cerveau, et c'est pas remis en question. Généralement, on appelle ça un dogme. Donc, il ne faut pas croire que dans les universités et les savoirs qu'on vous transmet sur le cerveau, la conscience, c'est la vérité. C'est une manière d'appréhender ce que certaines personnes pensent être la vérité. Ce n'est peut-être pas le cas, et on va débattre au long de ce dialogue, mais aussi dans le courant des vidéos du centre PSI, sur des controverses possibles et les questionnements possibles autour de ce que représente la conscience et le rôle du cerveau là au milieu. Il y a un chercheur qui s'appelle John Eccles qui a un peu remis en question le fait que la conscience était dépendante de l'élément matériel dans le cerveau. Donc les substances matérielles, que ce soit les neurotransmetteurs, que ce soit d'autres facteurs, les neuromodulations et toutes ces choses-là. Ça ne serait pas directement dépendant de ça. Pour quelle raison? La raison principale et l'argument favorable, c'est en fait que la conscience est quelque chose de très intégré.
C'est très intégré, c'est un rapport entre différentes choses et une complexité. Cette complexité ne peut pas généralement être soumise à une forme de linéarité. Linéarité, c'est un traitement d'informations, on va dire, séquentiel. Non, c'est intégré, c'est holistique si vous voulez, c'est un tout. Et ça, les chercheurs, ils n'aiment pas ce terme, ils n'aiment pas le terme holistique. Parce qu'en fait, ça remet en question leur vision très segmentée des choses. Moi, je m'occupe du langage, donc je m'intéresse à l'ère de Broca, à l'ère de Wernicke, etc., etc. Et je me focalise que sur ça, et ça c'est ma réalité, on va faire des études là autour, et c'est ce que je peux contrôler. On cherche à tout contrôler aujourd'hui. On doit contrôler les choses, on va contrôler... et avec la robotique, c'est un peu l'inflation de ce contrôle général, donc on essaie de contrôler on essaie de tout contrôler en fait. Et ce n'est pas la bonne solution pour comprendre fondamentalement ce que représente la conscience, vu que c'est un système intégré et holistique. Donc il faut voir un peu ailleurs. Ce John Eccles s'intéressait aux ultra-micro-propriétés du cerveau, généralement à l'échelle, je crois, de 10 puissance moins 18 ou quelque chose comme ça. Les phénomènes quantiques sont responsables d'une partie des chaînons de causalité et de l'émergence d'un résultat. Et les jonctions au niveau des dendrites, en fait, donc ces jonctions-là sont soumises en fait aux phénomènes quantiques. Et quelque part, ces phénomènes quantiques pourraient influencer la manière dont les ions sortent au niveau de la fente synaptique et influencent quelque part la réception, mais aussi la réponse cérébrale. Là, on parle que des neurotransmetteurs de la neuromodulation. La neuromodulation, c'est si vous avez trop de sérotonine ou pas assez de sérotonine, vous pouvez tomber en dépression, etc. Ça, c'est la neuromodulation. Même à ce niveau-là, la physique quantique pourrait influencer ces phénomènes principalement chimiques. Quand on parle de la conscience, on ne parle pas des phénomènes chimiques, on parle d'autres choses. Certains voyaient la conscience comme un fantôme dans la machine, donc il y a une différenciation claire entre le corps et l'esprit, le corps et la conscience ou l'âme. Pourtant, il pourrait y avoir plutôt une intégration de ces deux paramètres. Et ça, c'est là qu'on va essayer d'aller. John Eccles essayait de trouver cette intégration au niveau de la physique quantique. Et c'est intéressant parce que tout ce qui est électromagnétique, donc le spectre électromagnétique, si vous voulez, ou le spectre de lumière, c'est clairement sujet au phénomène quantique. On sait que deux photons, même à distance, si on les met en lien et que ça part du même faisceau lumineux, pourtant ils peuvent être à des millions de kilomètres distancés. Si on influence un photon, l'autre photon va répondre. Ça s'appelle l'intrication quantique. L'électromagnétisme, ou cette substance, si vous voulez, on appelle la lumière, est sujet au phénomène quantique et contient des quantités d'informations et une possibilité d'intégrer et de globaliser l'information et de donner un accès direct à une quantité d'informations incroyable. C'est comme ça que fonctionne la télécommunication. Donc, John Eccles a découvert un début de preuve, en fait, un début d'hypothèse et aussi des preuves que cette intégration se faisait au niveau plutôt quantique. Il appelait ça ces systèmes d'intégration, il essayait de les regrouper, il appelait ça des dendrons, je crois, quelque chose comme ça. C'est une somme de dendrites apicales. Apical veut dire au niveau du cortex cérébral. Et en fait, c'est à ce niveau-là que pourrait se situer l'intégration. Pourtant, il est peut-être encore un petit peu trop loin de la réponse. Et on va aller au fur et à mesure un peu plus loin là-dedans. Dans le dialogue que j'aurai avec M. Luder, on va discuter de ça, un peu plus au niveau philosophique. Là, j'essaye de vous initier un peu au déroulement en fait, rationnel et scientifique du phénomène de conscience. Donc, phénomène quantique, important de se centrer sur ça, et aussi champ électromagnétique. Ce qui est très intéressant avec les champs électromagnétiques, c'est que souvent, ils forment des patterns réguliers et que ces rapports en fait, au niveau spatial pourraient structurer l'information de manière extrêmement complexe et aussi la maintenir dans un système en fait, d'échange avec un univers ou un monde hors du temps. Et ça, c'est super important. C'est un point super important, mais on va y aller au fur et à mesure. Donc vous voyez, il y a plusieurs points de vue. Il y a l'ultramatérialisme qui nous amène à penser que la conscience est un produit émergent du cerveau, qui nous amène dans l'intelligence artificielle, qui nous amène dans toutes j'appelle ça des délires, en conscience de cause.
Donc voilà. Pour moi, c'est des délires parce que il n'y a pas de rationalisme là derrière. C'est une idéologie en fait. On va dans une idée, on croit que la conscience émerge du cerveau, et parce qu'on croit ça, parce qu'on a appris ça, parce que tout le monde dit ça, ben on va là-dedans et puis on essaie de rendre les machines conscientes. À mon avis, ce sera jamais possible et c'est pas envisageable. J'aime bien un chercheur qui s'appelle Aurélien Barraud, et lui il dit que l'intelligence artificielle, c'est en fait euh, c'est de la débilité en fait, c'est stupide. C'est qu'une machine à traiter des algorithmes et à recracher des réponses toutes faites. Ça n'a pas de substance, ça n'a pas d'ontologie si vous voulez. La conscience est fondamentalement une propriété émergente, et il y a une distinction ontologique, donc une distinction de forme, de substance, entre le cerveau et la conscience. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça qu'on cherchait la jonction entre les deux. Descartes, il parlait de la glande pinéale, etc. On va aller un peu plus loin dans cette possibilité de jonction. Et ce problème difficile, on va le tourner en quelque chose de plus facile en fait. Et je vais vous parler principalement de deux choses fondamentales qui sont des concepts physiques, mais on va appeler ça psychophysique, parce que c'est des concepts physiques qui seront intégrés dans la compréhension et les connaissances autour des processus cérébraux. Cette jonction-là, elle a été faite par un chercheur, un pionnier qui est passé sous les radars, qui s'appelle Karl Pribram, c'est un neuroscientifique. Et lui, il a développé une théorie qui s'appelle la théorie holonomique du cerveau. Holo veut dire le tout, nomique veut dire la négantropie. La négantropie, c'est l'ordonnancement, l'ordre des choses. C'est la structure, la cohérence, si vous voulez. Ces principes de cohérence se retrouvent non seulement dans le cerveau, dans la manière dont le cerveau se structure, mais aussi dans la plasticité, dans la manière dont une aire cérébrale prend le rôle d'une autre aire, s'il y a par exemple un accident vasculo-cérébral ou d'autres choses comme ça. La plasticité, c'est super intéressant parce que ça montre que l'ordre, il est sous-jacent, quelque part. Ce n'est pas le cerveau qui crée l'ordre, c'est l'ordre qui va créer les structures cérébrales. Et on voit ça dans la plasticité. Cette manière de contenir l'information puis d'être en continuité de ça, mais que c'est une cause sous-jacente, ça montre qu'il y a peut-être un autre monde, le monde de la conscience, j'appelle ça l'espace conscience dans le livre Théorie unifiée de la conscience, et que cet espace conscience a une influence, donc une incidence sur la manière dont le cerveau se pallie à certains symptômes ou compense une aire cérébrale qui est infonctionnelle, dysfonctionnelle, comme par exemple lors d'AVC, et on appelle ça la plasticité en termes neuroscientifiques. C'est possible si on considère la conscience comme quelque chose de préalable. Je suis et ensuite je pense. Pas je pense donc je suis. C'est l'inverse. Dans cette philosophie-là et ce paradigme, cette direction de recherche, on se rend compte aussi que la négotropie, c'est un principe fondamental. La négantropie, l'holographie, c'est des principes fondamentaux. L'holographie, c'est aussi le lien entre cette théorie perspective holonomique. Il y a des principes holographiques qui sont intégrés. Holographique, c'est traitement au niveau spatial, principalement. Ce n'est pas dans la linéarité, mais c'est dans l'espace que l'intégration se fait. C'est un peu complexe, mais on va parler de ça aussi. Donc la jonction peut se faire à un niveau beaucoup plus holistique, beaucoup plus global. Par les principes d'holographie, par l'ouverture des champs à la psychophysique, donc intégration des principes de physique quantique, principes d'incertitude d'Heisenberg, Niels Bohr et tous ces chercheurs-là, ou théorie de la fonction d'onde, et voilà, tout ça, intégré à la compréhension du cerveau sous une perspective beaucoup plus large, en prenant en compte la manière dont le cerveau traite l'information de manière holistique. Donc synchronisation de phase, cohérence partiellement dirigée, c'est des outils neuroscientifiques qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre comment le cerveau traite l'information de manière globale. On va voir ça demain avec Gérard, on va discuter aussi de l'aspect philosophique, mais je voulais vous parler un peu, vous introduire ce sujet-là. C'est important d'ouvrir les perspectives. Si vous pensez que la conscience va bientôt se développer dans les robots, restez dans cette vision-là qui est pour moi j'appelle ça une psychose collective, c'est un délire global. Je pense que ça n'amènera à rien d'autre qu'un épuisement des ressources naturelles, et ça amène à rien de très positif au final, à part d'être dans la croyance ultime qu'on est simplement un corps matériel. Mais ça, c'est plutôt une croyance, parce qu'on n'a aucune preuve définitive du phénomène de conscience.
Donc, en désaxant un peu les perspectives de recherche, on peut, avec humilité, choisir d'autres approches. Et ces approches-là pourraient nous donner des preuves aussi expérimentales, positivistes. Donc, nous donner des résultats, en fait, tout simplement, expérimentaux. Si on utilise les bons protocoles scientifiques, si on étudie avec humilité, avec sincérité, ouverture d'esprit, ce qu'on appelle les singularités. Ces singularités se retrouvent dans les phénomènes de médiumnité. En Inde aussi, il y a des phénomènes de guérison qui des fois se passent. Tout ça, c'est compréhensible si on change d'état d'esprit et qu'on s'ouvre un peu l'esprit à d'autres choses. Voilà, merci à tous.